J'espère que votre reconfinement se passe bien. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de Maudit Français. On est le premier magazine digital pour les Français au Québec. Je vous invite à nous suivre si vous ne le faites pas déjà via notre infolettre ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et bien entendu LinkedIn. Vous êtes plus d'une centaine à vous êtes inscrits aujourd'hui, donc bien entendu, vous remarquerez que tous vos micros et webcams sont coupés afin qu'on puisse écouter calmement nos intervenants. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions. Donc, si vous êtes sur le Facebook Live, c'est juste en commentaire. Si vous êtes sur Zoom, questions-réponses, vous connaissez peut-être déjà, puisqu'on est dans une longue série de webinaires sur ce sujet. Et d'ailleurs, si vous nous avez suivis depuis le début, eh ben, bravo. Et puis, vous en faites pas, ça va pas s'arrêter tout de suite. On va bientôt continuer avec d'autres webinaires sur des sujets très similaires. Vous pourrez aussi lever la main pour les plus téméraires, si vous êtes prêt à nous poser une question en audio, vous en faites pas, on ne verra pas votre visage, on aura juste votre son et je cacherai votre nom de famille pour que vous soyez en toute confidentialité. On en revient au sujet principal d'aujourd'hui, les stratégies d'assurance, d'investissement et de fiducie, protection et avantages fiscaux. Pour répondre à toutes nos questions, nous avons l'honneur de recevoir deux experts. Avraham Aviad-Teboul, conseiller en sécurité financière avec SFL Gestion de Patrimoine. Un entrepreneur dans l'âme, Avraham a bâti sa réputation de conseiller en sécurité financière au sein du cabinet SFL Grand Montréal. Grâce à ses expériences, il connaît les défis des gens d'affaires et des expatriés et assiste ses clients dans leur planification financière en développant des solutions personnalisées articulées autour de la protection, de l'optimisation fiscale et de la création de valeur. Dan Derry, notaire, conseiller juridique et fiduciaire, représente et conseille régulièrement des familles et gens d'affaires dans leurs projets commerciaux ainsi que dans la planification successorale. La création et l'administration de fiducie, la planification transfrontalière, la protection d'actifs et le règlement de succession. Je vous invite maintenant à tous mettre la présentation en mode plein écran afin qu'on puisse regarder calmement le partage d'écran que nos experts vont faire tout de suite. Et je donne bien entendu la main à Dan qui va nous présenter le programme d'aujourd'hui et la série des jeudis Tranquillité d'esprit. Merci. Ah, Dan, on n'a pas ton micro. Rebonjour à tout le monde. Merci Romain. Donc, on a le plaisir de traiter aujourd'hui dans cette série d'émissions les jeudis Tranquillité d'esprit. Nous allons conclure cette série de 4 webinaires avec 4 experts sur 4 jeudis où on a parlé de planification successorale, fiscale et financière spécialement pour les Français domiciliés et résidents au Québec. Aujourd'hui, dans le passé, nous avons parlé de mandat, testament, fiducie et autres. On a parlé de planification fiscale. Il y a 2 jeudis, on a parlé de qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des actifs en France et aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'assurance, d'investissement et de fiducie. Tous les webinaires sont enregistrés. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de voir les autres, vous pouvez retourner sur la page de Maudit Français et retrouver nos autres présentations et les suivre une par une. On reste toujours disponible pour répondre à toutes questions pendant le webinaire et peu de temps après. Donc, on vous invite à poser vos questions pendant ce webinaire et n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de voir les autres, de les revoir, de nous les poser juste après, tant que l'information est fraîche dans votre esprit. Ensuite de ça, on passera à la prochaine série de webinaires des Jeudis Tranquilles ou Jeudis Tranquillité d'Esprit, où on parlera de l'immobilier en sol québécois. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour acheter une première résidence ou d'autres propriétés immobilières? Comment on investit en immobilier? Comment on finance? Et d'autres sujets palpitants, toujours reliés à l'immobilier au Québec et un peu au Canada. Donc, nous sommes toujours à l'écoute des sujets qui peuvent vous être d'intérêt. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour nous partager des thèmes ou des sujets que vous aimeriez qu'on en discute. Sur ce, on vous rappelle, le but de ces webinaires, c'est de vous expliquer de manière légère les concepts afin de vous aider à les démystifier et de vous aider à aller de l'avant dans votre planification qu'on espère avant Noël. Sur ce, acte 4, on va parler d'assurance et d'investissement. Je passe le micro à Aviad qui va maintenant partager son écran. Alors, tu ne m'as pas encore donné la main, Dan.
Ah oui. Ouais, Ah, bon, je viens de te donner, Je pense que c'est bon, ça va aller. Ouais. Super. Parfait. D'abord, merci Dan. Merci Romain de m'accueillir aujourd'hui. Et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc, la mission que je me suis donnée va être de vous aider à comprendre une des parties fondamentales de la gestion de patrimoine ici au Canada, l'assurance, et essayer de vous dévoiler tous ses secrets. Notez également que vous pouvez revoir la première partie portant sur les placements fiscalement avantageux en replay sur le site Maudit Français. Donc, l'objectif que je me suis donné aujourd'hui, ça va être de vous aider à tirer le plein potentiel de l'assurance. Et pour y arriver, j'ai axé ma présentation sur ces 3 priorités. D'abord, par comprendre l'utilité d'avoir une bonne gestion du risque, apprendre à vous protéger de façon efficace et enfin utiliser l'assurance comme véritable outil financier. On en profitera également pour faire le parallèle avec le système d'assurance français et plus spécifiquement l'assurance vie. Donc, pour information, cette présentation va se dérouler en 2 parties. Dans la première, nous allons apprendre à nous protéger de manière efficace et dans la seconde, utiliser les protections comme véritable levier financier. On commence par notre première partie qui va être de vous aider à savoir comment vous protéger. Et pour ce faire, nous commencerons par nous concentrer sur les fondements d'une bonne gestion du risque. Nous passerons ensuite en revue les différents types de protections offertes ici au Canada. Et enfin, on finira par quelques conseils et astuces à connaître en matière d'assurance. Donc, vous devez savoir qu'au-delà de vous aider à diversifier une partie de votre patrimoine, mon objectif premier est de vous aider à en garder la maîtrise en tout temps. D'une certaine façon, mon intervention n'est pas différente de celle d'un gestionnaire de risque. Et pour vous aider à l'illustrer, je vous invite à vous mettre à la place d'un propriétaire d'immeuble qui désire limiter les risques d'incendie de ses bâtiments. Alors pour ce faire, la première étape, ça serait de définir ce qu'on considère comme étant un risque incontrôlable, comme par exemple voir son investissement partir complètement en fumée ou encore constater des pertes humaines suite à cet incendie. Et la seconde serait de vous permettre de limiter ces risques en installant par exemple des alarmes incendie, afficher les plans d'évacuation ou encore embaucher quelqu'un pour faire la surveillance. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va limiter vos risques de pertes humaines ou encore ça va limiter vos risques de pertes humaines ou encore de voir votre investissement partir entièrement en fumée. Donc maintenant, faut savoir que mon intervention est exactement la même, à une échelle différente, en vous permettant de réduire les situations qui peuvent avoir un impact réellement négatif sur vous et vos projets. Entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons ensemble quels sont les fondements d'une bonne gestion du risque. Alors, il faut savoir que d'abord, gérer ces risques, c'est comme bâtir une maison. Si on ne veut pas un jour que tout s'écroule, il faut commencer par de bonnes fondations. En matière de gestion du risque, cela commence par avoir un testament et un mandat en cas d'inaptitude qui vous permettra d'être préparé au pire. Et pour vous aider à comprendre son utilité, je vous invite, pour vous aider à comprendre ce principe-là, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Si vous étiez incapable de prendre vos propres décisions, qui serait en mesure de les faire à votre place selon vos volontés? Quel serait l'impact financier de votre disparition pour vos enfants? Et quel arrivera-t-il si leurs 2 parents venaient à disparaître? Est-ce que vous allez leur laisser ou où est-ce qu'ils vont-ils aller? Concrètement, voilà à quoi sert le testament et le mandat en cas d'inaptitude. Être en mesure de faire entendre votre voix quand vous ne serez plus en mesure de le faire. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à revoir les premières parties de notre série de webinaires ou contacter directement Dan. On retrouve ensuite les piliers qui ont pour objectif de vous protéger en créant un rempart qui réduira, voire annulera certains des risques auxquels vous êtes exposés grâce aux assurances. Et enfin, le toit, qui vous évitera de vous retrouver sous l'eau et atténuera les situations pour lesquelles on ne peut jamais être vraiment préparé. Celui-ci correspond à 3 à 6 mois de vos revenus. Aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer sur la partie des piliers, donc les assurances. Donc, vous les connaissez certainement déjà, mais un petit rappel ne fait pas de mal. On a d'abord le décès, qui, on le sait, quand il n'est pas anticipé, peut avoir des répercussions désastreuses sur votre famille et votre entreprise. Puis, l'invalidité, quand elle n'est pas simulée, bien sûr. Et enfin, la maladie grave qui touche 1 personne sur 4 au Canada. Je sais que ce n'est pas dans la nature humaine de se projeter dans ce type de situation. On pense que cela n'arrive qu'aux autres, mais la réalité, c'est qu'on a tous une date de péremption, excusez-moi de le dire comme ça, mais et n'ayant pas la maîtrise de savoir comment ou quand nous allons partir, il reste préférable de sortir couvert. Je sais que ce n'est pas amusant non plus de
payer de l'assurance, mais regardez autour de vous, vous avez certainement tous déjà vu une situation de ce type-là. Et concrètement, quand ça nous arrive, ben, clairement, on veut garder la maîtrise de ses finances et pas avoir à retrouver sa famille dans une situation désastreuse. Maintenant qu'on a vu les risques auxquels nous sommes exposés, voyons comment s'en prémunir. On attaque avec l'assurance vie. Et je commencerai par une petite devinette. Selon vous, pourquoi l'appelle-t-on l'assurance vie et pas l'assurance décès? Car simplement, elle n'est pas là pour ceux qui partent, mais pour ceux qui restent. Son objectif est de vous aider à répondre à certaines incertitudes qui auront un impact important sur l'avenir financier de vos proches. C'est plus communément ce qu'on appelle une planification successorale. Elle vous permettra, par exemple, de décider à quels besoins financiers vous souhaitez répondre advenant votre départ, comme le règlement des dettes, laisser un héritage, permettre à vos enfants de ne pas avoir à vendre certains biens pour régler l'impôt décès, encore remplacer une partie de vos revenus jusqu'à la majorité de vos enfants. Il faut également savoir que, comme en France, il existe 3 formes d'assurance ici au Canada. La plus simple et la moins chère est l'assurance vie temporaire, qui va de 1 à 100 ans et qui vous permettra aussi de répondre à des besoins définis dans le temps, comme un prêt hypothécaire. En France, on l'appelle l'assurance décès. On a ensuite l'assurance vie permanente qui répond à des dépenses qui restent fixes dans le temps, comme des frais funéraires. Son équivalent français va être l'assurance prévoyance. Et enfin, l'assurance vie participative qui est composée d'une assurance vie permanente liée à des placements qui vous permettront d'augmenter votre capital dans le temps. Ce type de protection vous permettra de répondre à des besoins croissants, comme par exemple l'impôt de décès. Il faut savoir que c'est celle qui se rapproche le plus de l'assurance vie française telle qu'on la connaît. Le gros avantage de l'assurance vie, quelle que soit sa forme, c'est son capital qui reste libre d'impôt et ce, peu importe les sommes souscrites du moment qu'elles correspondent à un besoin. On clôture l'assurance vie participative avec ses valeurs de placement. Ce tableau illustre les rendements des 25 dernières années comparativement à 2 de ses opposés, le marché boursier qui est le plus risqué et les obligations d'État qui sont les plus sûres du marché. Vous constaterez facilement que comparativement, les rendements provenant d'assurance vie participative sont plus stables et moins volatiles. Rendements qui par ailleurs n'ont jamais été négatifs, même durant les grandes dépressions ou les grandes guerres. Et c'est sans compter les rendements générés qui restent libres d'impôts pour ces bénéficiaires qui offrent une performance et une dimension supplémentaire à ce type de placement. On continue avec l'assurance invalidité qui, selon moi, est la protection la plus importante à avoir. Elle protège votre capacité à générer un revenu, régler vos dettes ou payer vos charges d'entreprise. Si on se reporte aux statistiques, un Canadien sur 3 aura une invalidité qui le rendra incapable de travailler avant ses 65 ans. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les plus grandes causes de réclamation d'invalidité, plus de 31%, sont dues à des troubles mentaux, comme la dépression ou le burn-out, qui sont malheureusement une des réalités de notre société d'aujourd'hui. L'objectif de cette protection est donc de vous permettre de garder votre dignité et préserver votre autonomie si vous n'êtes plus en mesure d'accomplir certaines tâches de la vie quotidienne, telles que marcher, manger ou encore même vous doucher. Je vous donne l'exemple d'un de mes clients qui s'est fait renverser à Noël dernier. Je vous passerai les détails, mais tibia péroné cassé. Ça fait maintenant plus de 10 mois qu'il est invalide et il ne s'est toujours pas remis. Bon, heureusement pour lui, il était assuré. Mais réfléchissez-y, excusez-moi un instant, et demandez-vous si demain, si vous deveniez incapable de travailler ne serait-ce 3 mois, quel serait l'impact sur votre morale et vos finances? Encore sur l'assurance invalidité, je vous montre ce tableau qui représente votre perte d'opportunité si jamais vous tombiez invalide jusqu'à vos 65 ans selon votre âge et votre revenu actuel. Je vous donne un exemple. Un monsieur de 44 ans qui gagne à peu près 44 000 $ par année, concrètement, c'est 3 millions de dollars qu'il perd. Pourquoi je vous montre cela? Parce qu'on a souvent tendance à définir notre plus grand actif comme notre maison et il nous paraît logique de prendre des assurances pour sa voiture ou son habitation. Mais la réalité, c'est que votre plus grande richesse, c'est vous-même, d'où l'importance de protéger. Je passe à l'assurance maladie grave qui agit un peu comme une assurance sérénité. Concrètement, cette protection vous offre le choix de comment vous souhaitez vivre une telle situation. Son principe est simple, vous choisissez un montant qui vous sera versé de façon libre d'impôt. Avec cette somme, vous serez en mesure de choisir de partir en congé, vous libérer de certaines dettes, encore arrêter de travailler.
On définit une maladie grave par un AVC, un cancer, une crise cardiaque et autres selon les différentes compagnies d'assurance. Et même si ce genre de maladie n'est pas toujours invalidante, toutes ces conditions méritent au moins du repos et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment en restant avec vos proches. Et enfin, on a l'assurance santé, qui est un des premiers remparts face aux premières galères. C'est vraiment l'assurance complémentaire à la RAMQ qui permet de faire face à certains événements moins majeurs, mais immédiats, qui sont parfois coûteux et qui ne sont pas toujours couverts, comme par exemple les soins dentaires. Généralement offerts par les assurances collectives, je vous suggère tout de même de vérifier si les couvertures d'assurance sont adaptées à votre réalité et vos besoins, notamment si vous avez des enfants en bas âge qui ont des besoins particuliers et qui ne sont pas toujours couverts. Excusez-moi. On termine maintenant notre première partie avec quelques conseils et astuces en matière d'assurance qui vous aideront à faire des choix plus avisés en matière d'assurance. Donc d'abord, où se procurer ces assurances et quelles sont les différences entre ces fournisseurs. Concrètement, vous avez trois façons. Par votre employeur, s'il l'offre, par votre banque ou par un conseiller en sécurité financière comme moi. Avec les assurances collectives, ce qui est intéressant, c'est que les montants, c'est qu'aucune preuve de santé ne vous sera réclamée ni à la souscription ni à la réclamation. Par contre, les montants seront limités et ne correspondront pas forcément à vos besoins. On a après les banques. Les montants, il faut savoir que les montants seront généralement plafonnés et les primes augmenteront de façon périodique, par exemple tous les ans ou tous les 5 ans. Il faut savoir qu'avec ce type d'assurance, aucune preuve de santé ne sera demandée à la souscription. Seulement 4 à 6 questions vous seront posées, mais votre assurabilité sera réellement évaluée au moment de la réclamation, soit une fois que les galères arrivent. C'est clairement à cause de ce type de protection que la plupart des personnes ont une mauvaise image de l'assurance. Et enfin, vous pouvez choisir de les prendre avec un conseiller comme moi, qui vous permettra de choisir le montant de protection nécessaire sans aucune limite de montant. Les primes resteront fixes pour le terme choisi. Votre assurabilité sera garantie dès la souscription puisqu'il y aura des preuves médicales qui vous seront réclamées. Et comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Donc, autre fait intéressant, l'assurance pré-hypothécaire. Il faut savoir que l'assurance pré-hypothécaire n'est rien de plus que la combinaison entre deux produits d'assurance, l'assurance vie et l'assurance invalidité. Et si on se repart au tableau précédent, vous comprendrez facilement que si vous avez une protection avec votre banque, votre contrat d'assurance compte certaines faiblesses comme le coût de protection qui augmente à chaque renouvellement, le capital de protection qui est dégressif ou encore votre éligibilité qui sera évaluée au moment du décès. Et c'est sans compter ce dernier argument qui, j'en suis sûr, finira par vous convaincre de passer vos assurances hypothécaires avec moi. Voyons-le à travers un petit exemple. Pour cela, on a le cas de Patrick et Rebecca qui ont un prêt restant de 380 000 $ sur 20 ans, pour lesquels nous allons comparer juste la couverture du prêt d'assurance, du prêt hypothécaire. Donc, selon notre analyse, on constate que le coût d'assurance prêt hypothécaire leur coûte actuellement près de 140 $, 139 exactement, par mois avec leur banque pour être couvert à 100% du total de l'argent qu'ils doivent à la banque sur la vie et 50% sur l'invalidité. Contre 100 $ par mois avec un conseiller en sécurité financière comme moi, avec en prime aucune augmentation de prix jusqu'à la fin de leur prêt, une protection de 380 000 $ qui restera fixe jusqu'au terme de 20 ans et laissera un extra à ses bénéficiaires en cas de décès. Et enfin, une couverture d'invalidité qui les couvrira jusqu'à l'âge de 65 ans dans leur capacité à exercer leur travail actuel, contre 2 ans avec leur banque. Soit une économie de 470 $ par an pour avoir une couverture et des garanties bien plus solides pour notre jeune couple. Donc, dernier point que j'aime à préciser, une banque ne peut pas vous obliger à garder ou prendre même des assurances avec eux. C'est une pratique complètement illégale. Si vous souhaitez faire une comparaison pour vos protections, je vous invite à prendre un rendez-vous dès la fin de ce webinaire. Autre question qui me revient souvent, la déduction des primes. Si vous souhaitez rendre vos primes d'assurance déductibles d'impôts, il faut savoir qu'elles doivent répondre simultanément à ces 3 critères. 1. Les primes payées doivent servir à couvrir un placement qui a pour objectif de générer un revenu. 2. L'assurance doit être reliée à une dette. Et enfin, 3.
Une garantie doit être demandée par l'institution qui vous accorde le prêt. Un bon exemple, ce serait un prêt qui servirait à couvrir un bien locatif. Je terminerai en vous citant 3 faits que vous devriez connaître si vous avez des assurances vie en France. Avant tout, pour les personnes ayant des assurances décès, donc l'équivalent des assurances temporaires françaises, par exemple, sur un bien immobilier, je vous invite à vérifier que votre assurabilité est bien garantie à l'étranger. C'était par exemple mon cas. Vérifiez également votre statut d'imposition de vos assurances vie françaises au Canada. Elles peuvent être fortement impactées si vous décédez en territoire canadien. Si vous avez des questions, je vous invite à discuter avec Jean-Philippe Sora à ce sujet. Et enfin, dernier point à savoir, l'assurance vie canadienne est plus permissive et intéressante d'un point de vue fiscal et financier, notamment du fait qu'elle ne limite pas le capital non imposable pour ses bénéficiaires, par les rendements plus importants qu'elle génère ou encore par sa capacité à détenir ce genre de protection dans des fiducies, ce qui est complètement interdit en France. Nous avons maintenant terminé la première partie. On passe maintenant à la seconde partie qui, j'en suis sûr, va beaucoup vous intéresser. Nous allons nous concentrer sur l'utilité secondaire des assurances, soit leurs avantages financiers. Il faut savoir que si les assurances sont si intéressantes, c'est parce qu'elles sont parmi les derniers abris fiscaux disponibles ici au Canada. Notez cependant que les assurances ne peuvent pas être prises pour leur seul avantage financier et doivent toujours répondre à des besoins en assurance au risque de vous faire contrôler et ça peut vous coûter cher. Passons maintenant dans le vif du sujet et voyons 3 stratégies pour lesquelles l'assurance serait financièrement avantageuse. Je vous invite à rester attentif car ce que je vais vous présenter, les stratégies que je vais vous présenter vont monter crescendo en matière de performance. On commence avec l'option de remboursement de primes proposée par les assurances maladie grave, qui est intéressante pour le particulier, mais encore plus pour le professionnel, car elle permet en plus de sortir des liquidités de sa compagnie sans impôt. Pour résumer les bénéfices de ce montage, disons qu'elle permet d'être assurée avec en prime la garantie de ne jamais payer les primes d'assurance pour rien, en créant ainsi une forme d'épargne forcée. Son fonctionnement est relativement simple. Dans le cas d'une compagnie, l'entreprise paye pour la protection et reçoit une somme forfaitaire si son propriétaire tombe gravement malade. Et de son côté, le propriétaire d'entreprise paye pour l'option de remboursement de primes s'il reste en bonne santé et récupérera dans ses poches la totalité des sommes versées par lui et son entreprise sans impôt. Pour les particuliers, le principe est le même. La différence est que les primes et l'option de prime seront payées par la même personne, ce qui veut dire qu'en cas de maladie grave ou s'il reste en bonne santé, les sommes versées lui seront remises directement dans ses poches sans impôt. Pour l'illustrer, je vais utiliser le cas dans le cadre d'une entreprise, mais il vous suffit simplement de remplacer l'entreprise par Nathalie si vous souhaitez le faire au personnel. Donc, voici Nathalie, 45 ans, propriétaire de la compagnie Génie Conseil, qui est une entreprise qui souscrit à la protection de 500 000 $ sur la tête de Nathalie. Les primes payées correspondent à 7 135 $ par an pour son entreprise et 4 635 pour Nathalie, qui correspondent aux primes à l'extra du remboursement de primes. Donc, si elle tombe malade, son entreprise recevra le plein montant de la protection, soit 500 000 $ libres d'impôts. Avec cette somme, elle pourra par exemple embaucher du personnel afin de la remplacer, le temps de se soigner ou encore continuer à se verser un revenu pendant cette période. Et s'il ne lui arrive rien, au bout de 15 ans, soit 60 ans, elle pourra exercer son droit de remboursement de primes et récupérera ainsi l'ensemble des primes versées par elle et sa compagnie dans ses poches sans impôt, ce qui représente un montant de 176 000 $. Enfin, si elle décède, les primes versées seront reversées à ses bénéficiaires. Ce que j'aime avec cette stratégie, c'est qu'on est sûr de jamais payer pour rien. Car si Nathalie est atteinte d'une maladie grave, elle sera couverte et recevra le plein montant de protection. Si elle décède, les sommes lui seront rendues, seront données à ses bénéficiaires. S'il ne lui arrive rien, les sommes versées seront rendues à l'échéance du contrat de 15 ans, donc 176 000 $ dans ses poches. Et enfin, si elle sait que sa santé risque de se dégrader, elle pourra conserver cette protection et rester couverte jusqu'à ses 75 ans. L'autre point intéressant est le taux de rendement interne de cette protection. Car si vous considérez que vous avez besoin de ce type de protection et investissez la différence consacrée au remboursement de primes dans un compte de placement,
Nathalie devra produire un rendement garanti de 22% afin de générer un tel rendement. Et si vous vous demandez pourquoi garantie, parce que le remboursement n'est pas soumis aux aléas du marché, mais un engagement de la compagnie par contrat de vous verser ces sommes si vous mettez fin au contrat au bout des 15 ans. Enfin, il faut savoir que ce type de stratégie peut être fait avec d'autres types de protections avec des valeurs bien plus importantes. Solutions qui peuvent présenter une solution de défiscalisation très impressionnante pour les chefs d'entreprise que je ne peux malheureusement vous présenter dans ce webinaire pour des questions de secret professionnel. Et si vous avez de l'intérêt, je vous invite à me contacter directement afin d'en discuter. On passe maintenant à notre seconde stratégie qui est le transfert intergénérationnel. Concept intéressant si vous cherchez à améliorer le transfert de patrimoine et sécuriser financièrement jusqu'à 2 générations à moindre coût. Concrètement, cette stratégie consiste à souscrire et financer une police d'assurance vie participative avec de fortes valeurs de rachat. Donc, la valeur de rachat correspond au montant qui vous sera versé si vous mettez fin au contrat demain. Qui correspondra avec de fortes valeurs de rachat sur la tête de votre enfant ou petit-enfant, qui, une fois entièrement financé, pourra être transféré en franchise d'impôt à votre petit-fils ou votre fils. Donc, une fois cédé, votre enfant ou petit-enfant aura accès à la liberté d'utiliser la valeur cumulée au sein de ce contrat de son vivant en mettant en garantie en échange d'un prêt et pourra couvrir ses besoins de liquidité lorsque le moment sera opportun pour lui. Par exemple, pour payer ses frais d'études ou s'acheter une maison. Cette stratégie procure 2 autres avantages pour le titulaire. Cette protection lui permettra de conserver une assurance vie même si sa santé se dégrade et il aura la liberté de nommer des personnes qui lui sont chères comme bénéficiaires. Pour l'illustrer, on va prendre le cas de Jean-Pierre, grand-père de Daniel, 3 ans, qui souscrit sur la tête de son petit-fils une police d'assurance de 250 000 $ payable sur 15 ans. C'est-à-dire qu'il pendant 15 ans, il va la financer, après ça, elle va être dite libérée, avec des primes annuelles de 5 500 $. Une fois le contrat entièrement financé, Jean-Pierre pourra céder la propriété du contrat aux 18 ans de Daniel. Avec cette police, Daniel pourra retirer les fonds sur la valeur de rachat accumulée sans avoir à les rembourser. Dans le cas de Daniel, supposons le scénario suivant. Il retire 5 000 $ pendant 4 ans à partir de ses 19 ans pour financer une partie de ses études. Il utilisera 10 000 $ à 35 ans pour faire l'achat de sa première maison comme mise de fonds. Et enfin, il pourra utiliser à 65 ans un montant de 40 000 $ pendant 6 ans pour compléter son revenu de retraite. Voyons donc comment évoluera le capital de décès de Daniel et qu'est-ce qui lui restera concrètement à son décès. Donc, on constate dans le tableau que malgré le fait qu'il ait fait ses retraits à 83 ans, qui est son espérance de vie, il aura un montant qu'il pourra léguer à ses proches de 420 000 $. Et ce même en ayant retiré 270 000 $ pour financer et ses études, s'acheter une maison et constituer un revenu de retraite complémentaire. Alors que le coût du contrat pour Jean-Pierre a été de 99 000 $. Concrètement, c'est ça que j'appelle donner plus de valeur à son argent. On enchaîne avec le plan de financement, le plan d'assurance retraite, qui aussi fonctionne pour les particuliers comme pour le professionnel. Ce montage vous permettra de créer une rente à vie à l'abri de l'impôt, avec comme avantage supplémentaire de pouvoir transmettre à vos héritiers un patrimoine à l'abri de l'impôt et défiscaliser des sommes importantes si elle est utilisée dans le cadre d'une entreprise. Concrètement, cette stratégie consiste à contracter l'assurance vie participative qui, une fois financée, vous permettra au moment de votre retraite de mettre en garantie l'assurance auprès d'une banque et qui vous accordera en échange un prêt sous une forme de marge de crédit, d'un montant allant de 75% à 100% de la valeur de rachat accumulée dans le contrat. Donc, les montants versés par la banque étant vus comme un prêt ne seront pas imposés et elle sera soldée au moment du décès par le contrat d'assurance vie. Les montants du solde restant sera versé au bénéficiaire qui, par le biais d'un compte de dividende en capital, qu'on appelle le CDC, qui est un dispositif fiscal complexe qui évite en fait la double imposition dont nous n'abordons pas le sujet parce que très très complexe, il mériterait à lui-même un webinaire. Et ce dispositif en fait permettra à ces bénéficiaires de retirer un montant
au décès et de sortir des liquidités de votre compagnie, permettra au moment du décès de sortir des liquidités de votre compagnie sans impôt au moment du décès. Pour l'expliquer rapidement, prenons le cas de François, 45 ans, qui est médecin. Il souscrit une assurance vie permanente payable sur 9 ans par le biais de son entreprise pour un capital de 1 million. Donc, le coût annuel de cette assurance est de 62 000 $ par année pour lui. Cette protection lui aura coûté donc au total, au bout de 9 ans, 563 000 $ à l'échéance. Et il prévoit partir à la retraite à la fin de ses 65 ans. Donc, au moment de sa retraite, à 66 ans, les prestations d'assurance vie sera donc de 1 500 000 et la valeur de son contrat aura atteint 1 million $. Donc, si demain il venait annuler son contrat, ce qui lui permettrait de sortir, en fait, d'emprunter jusqu'à 100% de cette somme en lui permettant une rente de plus de 100 000 $ par an jusqu'à son espérance de vie de 83 ans. Donc, au moment du décès, par exemple, à 85 ans, les prestations de décès auront atteint 3 600 000 sur le contrat n'ayant pas cessé car les rendements ont continué et la dette à rembourser à la banque sera avec les intérêts de 2 484 000. Donc, il restera pour ses héritiers un montant de 1 121 000 $. En résumé, notre cher François aura investi 563 000 dans son assurance par le biais de son entreprise. Il aura bénéficié d'une rente de plus de 100 000 $ pendant 18 ans, soit un total de 1 855 000 sans impôt, et restera finalement à ses héritiers une prestation nette de 1 121 000 $ à ses 85 ans. Avec en prime une exemption via le compte de dividende en capital permettant à ses héritiers de sortir 1 750 000 $ d'actifs de sa compagnie sans impôt. Une petite note importante, c'est que pour ce genre de stratégie, il faut prévoir au minimum un investissement d'au moins 5 000 $ par année pour les particuliers et pour les entreprises, 15% du profit net réalisé sur une période de paiement allant de 8 à 20 ans. Opa. Je crois que j'ai mis la mauvaise présentation. Ceci du direct. D'une certaine façon, vous l'aurez compris, l'assurance vie est extrêmement avantageuse en matière d'épargne, de planification, de défiscalisation ou de création de valeur. D'autant plus que lorsque vous avez épuisé toutes les solutions qui sont à votre portée et les stratégies présentées aujourd'hui sont comme bref aperçu du plein de potentiel auquel je peux vous donner accès. Et j'insiste sur le fait d'être accompagné par des professionnels pour trouver des solutions qui s'intègrent pleinement à votre horizon de placement et vos tolérances au risque. Par souci de temps, je me suis concentré sur l'essentiel en essayant de couvrir chacun des aspects, mais sachez qu'il existe beaucoup plus de stratégies qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Sachez enfin que mes services ne coûtent absolument rien, car je suis rémunéré directement par les compagnies selon votre performance. Nous avons maintenant terminé notre présentation. Donc, pour ceux qui souhaitent passer à l'action en revoyant leurs besoins d'assurance, leurs coûts ou souhaitent même en apprendre davantage sur les stratégies présentées, sachez que je suis là pour vous aider. Et je vous invite à planifier dès maintenant une rencontre afin que nous discutions de vos besoins en sécurité financière. Enfin, dans tous les cas, je vous souhaite un bon succès dans tout ce que vous entreprendrez et vous remercie pour votre écoute. Pour ceux qui ont des questions, je vous invite à les garder, on prendra le temps de les voir à la fin. Merci à tous de votre écoute. Parfait, merci Avi. Est-ce que tu veux peut-être couper ton partage d'écran pour que Dan puisse reprendre? Je m'en occupe. Merci. Voilà, c'est à mon tour. Je vais maintenant vous partager mon écran. Merci Aviad pour ta présentation sur les investissements et les assurances. C'était super intéressant. J'en profite aussi, Dan, excuse-moi de te couper. On a reçu des questions dans le Q&A. On va répondre à toutes ces questions dès que Dan a fini. Donc, restez avec nous. De toute façon, je pense qu'on en a encore pour une dizaine de minutes. Et puis après, on prendra les questions de tout le monde.
On a ton écran à nouveau. Parfait. Super, parfait. À Donc, toi, Dan. parlons des fiducies. On a parlé d'investissement, on a parlé d'assurance. Regardons qu'est-ce qu'on peut faire avec des stratégies, comment ça on peut bonifier l'ensemble, soit de vos placements, soit des ventes d'assurance. Je vois aussi que Jean-Philippe vient de se connecter à nous. Donc, je suis bien content de Jean-Philippe, qui est en passant débordé parce que on est dans une date limite de déclaration d'impôt. Donc, Jean-Philippe nous a aidé à monter la présentation. Il est avec nous de tout cœur. Et c'est pour ça que je vais parler de fiscalité à sa place pour le moment pour le soulager. Donc, parlons de fiducie. Mais avant de parler de fiducie, refaisons un petit résumé rapidement sur la fiscalité 101. Donc, Jean-Philippe, tu es avec nous, mettez notre cœur avant. On pense à toi et on te envoie beaucoup de bon courage et de bons vibes. Parlons de fiscalité. Donc, juste pour vous rappeler, vous savez, au Canada, il y a deux types de revenus d'un point de vue fiscal. Il y a le revenu qui est pleinement imposé, comme le revenu d'entreprise, intérêt, etc. Et ensuite de ça, on a aussi le gain en capital. Lorsqu'on dispose d'un bien, ce profit-là est traité comme du gain en capital, toujours dans les grandes lignes. J'explique de manière très sommaire. Et le gain en capital, la moitié de ce profit est fiscalisé dans vos revenus. Okay? Et comme vous le savez, au Canada, on a un taux d'imposition progressif. Plus d'argent on fait avec des paliers, et plus on est imposé. Mais à cause de cette imposition progressive, il y a quand même une certaine économie d'impôt. Vous faites 50 000 ou 100 000 $, vous n'êtes pas imposé au taux de 100 000 $, puisque ce sont des tranches qui sont imposées à différents niveaux. En plus de ça, vous avez un abattement sur votre revenu imposable chaque année. Cet abattement qu'on appelle ici au Canada un crédit d'impôt personnel de base. Cette année, en 2020, on est à 13 800. L'année prochaine, on est dans les 14 000. Donc, parlons 14 000 pour fin de conversation, pour faciliter notre conversation. Le taux d'imposition maximum qu'on va utiliser va être de 50%. En fait, c'est un peu plus, c'est 53% le taux d'imposition maximum, mais utilisons 14 000 et 50%. Maintenant, il faut comprendre aussi que les fiducies sont imposées comme des individus. Par contre, ils sont imposés tout de suite sur le taux maximum, donc à peu près 50%, sur les revenus qui restent dans la fiducie. Donc, tous les revenus qui sortent de la fiducie ne sont pas imposés dans la fiducie, ils vont être imposés dans les mains de celui qui reçoit les biens de la fiducie. Ça, c'est pour le revenu. Tout ce qui est capital, tout ce qui est somme d'argent qui est accumulé dans la fiducie, tout ce qui est bien, va sortir de la fiducie libre d'impôt. Ça, ce sont juste les grandes lignes. Okay? Ensuite de ça, on verra un peu plus tard. Je vais parler un peu de fractionnement de revenus. Comment on peut faire pour, entre deux conjoints, entre des membres d'une même famille ou avec une fiducie, comment on peut fractionner le revenu, comment on peut faire quelqu'un qui est imposé, on va dire, à 50%, on pourrait transférer certains placements ou investissements dans les mains d'un membre de la famille qui a un taux d'imposition plus faible et bénéficier de ce taux plus faible. Donc, de fiducie maintenant, qu'est-ce que la fiducie? La fiducie, à toute fin pratique, c'est une entité qui est complètement autonome et distincte de celui qui a créé la fiducie, du constituant, des bénéficiaires qui reçoivent les biens de la fiducie et des gestionnaires de la fiducie, les fiduciaires, ou en anglais on appelle ça les trustees. Okay? Si on faisait une analogie entre une fiducie et une compagnie, on a les fondateurs, donc le constituant, on a les administrateurs, les directeurs de la compagnie, on aura les fiduciaires, et finalement, on aura les actionnaires qui vont être comme les bénéficiaires, ceux qui ont le droit de recevoir la fiducie. La grande différence fondamentale, c'est que contrairement à une compagnie, lorsqu'on détient des actions d'une compagnie, on est comme propriétaire de la compagnie, n'est-ce pas? On peut perdre ses actions si on se les fait saisir, on perd cette valeur et éventuellement un créancier, par exemple, pourrait contrôler la compagnie comme un actionnaire et éventuellement changer les fiduciaires, les administrateurs, etc. Une fiducie, la loi est très claire. Elle dit que ni le constituant, ni les fiduciaires, ni les bénéficiaires n'ont de droit réel dans la fiducie. La fiducie est complètement autonome. Donc, on ne pourrait pas techniquement saisir les biens qui sont dans la fiducie. Ce n'est pas parce que le constituant, le fiduciaire et les bénéficiaires font tous faillite, sont tous décédés, que la fiducie en tant que telle est impactée. Elle est complètement autonome et continue à vivre son petit chemin tant et aussi longtemps qu'elle a des biens et qu'elle poursuit sa mission, peu importe qui vont être les fiduciaires qui vont la gérer. Donc, juste pour donner un exemple, et une fiducie, on peut la créer soit du vivant comme on crée une compagnie, soit on peut la planifier dans son testament pour qu'elle prenne naissance à votre mort. Alors, plutôt que de donner de l'argent à un enfant,
par exemple. Donc, disons que vous donnez $1 million à un enfant dans votre testament et que cet enfant a le plein contrôle de cet argent, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose s'il n'est pas encore mature. En plus de ça, s'il est mineur, on rentre dans des problèmes de capacité juridique. Plutôt que de le donner directement à cet enfant, vous pouvez créer une fiducie, donc un patrimoine autonome et distinct, une boîte, à laquelle vous donnez cet argent. Et cette fiducie va être pour le bénéfice de votre enfant et va être gérée par les personnes en qui vous avez confiance, par les fiduciaires en qui vous avez confiance. Donc, par exemple, mère de l'enfant et votre frère. Juste pour donner un exemple. Okay? Donc, quels sont les avantages d'une fiducie? Comme on l'a expliqué, personne n'est propriétaire d'une fiducie. La fiducie est pleinement autonome. Elle a une mission et une mission seulement. Elle s'occupe des bénéficiaires de la manière que vous l'avez décidé. Donc, il y a une pleine protection d'actifs. Deuxièmement, on accompagne le bénéficiaire. Le bénéficiaire n'a pas le contrôle direct des actifs, mais on peut l'impliquer dans la gestion de la fiducie graduellement. Ou on peut prévoir des distributions programmées, par exemple en disant 10% par année ou $2 000 par mois. Donc, on a non seulement la protection d'actifs, mais aussi la protection du bénéficiaire sur sa maturité et sur le contrôle des biens qui sont dans la fiducie. Finalement, normalement, une fiducie reste complètement protégée contre les créanciers en cas de faillite, etc. Mais normalement aussi de divorce. Il y a des controverses, etc. Mais le concept général, c'est que le bénéficiaire n'est pas propriétaire des biens dans la fiducie. Okay? Donc, on peut protéger les actifs soit parce que l'actif est protégé dans la fiducie, mais on protège aussi les bénéficiaires et les actifs parce qu'on a un certain contrôle sur les biens qui sont fiduciés. Finalement, on a des avantages qui peuvent être très intéressants par une planification fiscale. La fiducie n'est pas un abri fiscal en tant que tel, mais c'est un instrument qui pourrait vous aider à planifier la distribution des revenus et le fractionnement de revenus pour avoir une épargne fiscale qui peut être assez importante. Je vais donner un exemple. Disons que vous avez une fiducie, vous léguez, j'utilise des chiffrons comme $1 million et un taux d'imposition de 50%, juste pour qu'on se comprenne. Disons que vous léguez $1 million à une fiducie. Cette fiducie, gérée par les personnes en qui vous avez décidé, qui sont de confiance, va placer cet argent à 5% par année, okay, à la banque, pour faire d'exemple, ou avec Aviad. Si c'est avec Aviad, il va vous générer du 25% par année. Mais disons qu'on va utiliser 5%. Donc, 1 million à 5%, ça donne $50 000 par année. Si les revenus restent dans la fiducie à 5%, donc $50 000, ils vont être imposés au 31 décembre à 50%. Donc, la moitié de ces $50 va aller en impôts et l'autre moitié va rester dans la fiducie. Par contre, si avant le 31 décembre, la fiducie distribue tous les revenus, donc le $50 000 aux bénéficiaires, l'imposition dans la fiducie sera de $0. Okay? Maintenant, on n'est pas obligé d'attendre le 31 décembre parce que l'argent qui est généré par la fiducie, en général, on en a besoin. On doit payer l'éducation, les frais de santé, le logement, la nourriture, les vêtements, etc., les voyages, etc. Donc, l'argent va être utilisé à travers l'année et c'est sûr qu'au 31 décembre, avant le 31 décembre, on écrit un dernier chèque, on vide la fiducie, autant que si les faits le justifient. Donc, on parle uniquement du revenu, donc du $50 000. Donc, si on sort le $50 000 de la fiducie, on le remet au bénéficiaire, la fiducie est imposée à un grand $0. Maintenant, ce $50 000, il a besoin d'être imposé à quelque part. Okay? Donc, il va être imposé dans les mains des bénéficiaires qui l'auront reçu. Donc, je donne un exemple. Imaginons que nous avions 3 bénéficiaires, 3 jeunes bénéficiaires qui n'ont pas d'autres revenus parce qu'ils sont trop jeunes. C'est des enfants ou c'est des jeunes adultes au cégep ou à l'université. Ben, imaginez-vous que chacun d'eux, si on sépare le 50 000 en 3, ça donne à peu près $17 000. À peu près $17 000. Leur premier $14 000, grâce au crédit de base personnel, va être libre d'impôt. Donc, on va être capable de sortir pratiquement 14 fois 3, 45, à peu près $45 000 libres d'impôt chaque année. Et là, j'utilise des chiffres très ronds parce qu'en fait, ça peut être plus, mais juste avec des chiffres ronds pour les fins de discussion et comprendre le principe, on pourrait sortir avec 3 bénéficiaires $45 000 libres d'impôt chaque année. Faites les mathématiques sur 10 ans, ça fait beaucoup d'argent. Ensuite de ça, il reste un $2 000 par bénéficiaire qui va être du revenu imposable, n'est-ce pas? Parce qu'il nous reste un $5 000. On a sorti 45 000 livres d'impôt. Il nous reste un $5 000 qui est taxable, qui va être imposable dans les mains du bénéficiaire et qui vont s'imposer naturellement à leur taux progressif
Quand on parle de 5 000 $ de revenus, on parle d'un taux d'imposition approximativement de 20%. OK, pour fin de conversation. Donc, vous pouvez voir que rapidement, il y a une économie d'argent assez importante et qui peut être assez intéressante avec du fractionnement de revenus, avec la fiducie, versus ne pas faire de fiducie et léguer, on va dire, sur $1 million à votre enfant, qui lui a des enfants, ben, lui va devoir investir sur $1 million à 5%, recevoir le 50 000 $, s'imposer sur la moitié, donner la moitié au gouvernement, il va lui rester 25 000 $ qu'il devra utiliser avec l'argent après impôt pour payer, par exemple, l'éducation de ses enfants. Donc, on voit en tant que tel qu'avec un jeu de planification fiscale, la fiducie peut devenir super intéressante. Maintenant, on a parlé d'avantages fiscaux, mais on se rappelle aussi que la fiducie a des avantages juridiques et pratiques très importants. Et par conséquent, quand est-ce qu'on peut avoir besoin d'une fiducie? Lorsqu'on a des bénéficiaires qui sont trop jeunes, ceux qui ont besoin d'un accompagnement, parce que même si on a 35 ans, des fois, on est un peu trop artiste, bohémien ou on est juste trop influençable. Vos enfants sont trop influençables. Donc, on peut mettre une fiducie en place pour eux. Si vous avez des parents ou un conjoint, éventuellement, vous arrivez à un certain âge où vous êtes plus fatigué, ou vous êtes plus dépendant, ou si jamais vous avez un bénéficiaire qui est handicapé, la fiducie peut avoir des avantages très intéressants. Naturellement, on met en place la fiducie lorsque c'est nécessaire, aussi lorsque la valeur des biens le justifie. Je donne l'exemple de $1 million. On se rappelle que même si on parle 100 000 $ à un jeune enfant ou à un jeune adulte, 100 000 $ qui se fait brûler au casino ou à travers différentes soirées, ben, ça vaut peut-être la peine de mettre en place une fiducie. Donc, naturellement, plus les montants sont importants et plus ça devient une évidence juste pour des fins de protection d'actifs ou d'épargne fiscale. Mais les chiffres, en fait, on analyse les cas, les situations cas par cas. Parfait. Maintenant, juste mettons en pratique, par exemple, l'usage de la fiducie. Donc, on l'a expliqué dans un testament plutôt que de léguer directement, on va dire, l'héritage à votre enfant. On peut le léguer en fiducie pour avoir les avantages de protection d'actifs et d'avantages fiscaux. Même chose avec une assurance vie. Vous avez une assurance vie d'1 million $, pour vos 3 jeunes enfants. Ben, plutôt que de leur léguer à eux, que l'argent reste bloqué parce qu'on parle de plus de 25 000 $ par enfant, donc le curateur public arrive, gèle les fonds parce qu'à partir de 25 000 $, les fonds sont gérés, sont gelés, il faut créer un conseil de famille, etc., etc. Donc, on pourra créer une fiducie qui, elle, va recevoir le produit de l'assurance vie, va être gérée par la personne que vous avez décidé sans avoir toutes les complexités des questions de mineurs qui détiennent plus que 25 000 $, parce qu'une fois de plus, le mineur ne détient pas le produit de la police d'assurance vie, c'est la fiducie qui est complètement autonome et qui va pouvoir être utilisée pour le bénéfice de vos bénéficiaires que vous avez décidé. Maintenant, j'ai parlé un peu de fractionnement de revenus avec la fiducie. On le répète, disons que vous êtes vous-même, et là je vais inverser les rôles pour ne pas rentrer dans le jeu traditionnel de sexisme. Madame a un taux d'imposition plus élevé que monsieur. Okay? Et madame a de l'argent qu'elle investit elle-même. Donc, si elle a un portefeuille de placement, je donne un exemple. Une fois de plus, j'utilise des chiffrons de $1 million, okay, qui, elle, génère 5%, donc 50 000 $. Elle va s'imposer sur le 50 000 $, donc la moitié va aller au gouvernement. Si son conjoint, monsieur, a un taux d'imposition beaucoup plus faible, 0 ou beaucoup plus faible, ben elle va pouvoir transférer, normalement, elle va essayer de transférer son portefeuille, son $1 million, dans les mains de monsieur qui, lui, va les investir, lui va générer 50 000 $, lui va s'imposer un taux plus faible puisqu'il a moins de revenus qu'elle. Par contre, le gouvernement a attrapé ce jeu et a introduit des règles fiscales pour empêcher ce transfert entre conjoints. C'est-à-dire, vous allez pouvoir le faire d'un point de vue juridique. Vous pouvez transférer le $1 million, le mari, le conjoint qui a le taux d'imposition le plus faible, va pouvoir investir l'argent, va recevoir les produits de ses placements, va les mettre dans sa poche, mais fiscalement, le revenu est réattribué au conjoint qui a transféré les biens qui vont être investis. Et c'est le conjoint qui va s'imposer sur les revenus que le conjoint à un taux d'imposition plus faible a perçu. Donc, il y a un piège ici. Donc, pour mettre en échec ces pièges, le gouvernement a mis en place certaines règles. Donc, on est toujours dans le légal. On travaille toujours avec les règles que le gouvernement nous donne. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un prêt du conjoint, donc de madame à monsieur, de la conjointe au taux d'imposition supérieur au conjoint au taux d'imposition inférieur, un prêt à un taux prescrit
le taux que le gouvernement va décider chaque semestre un nouveau taux. Okay. Et on est bien heureux parce qu'aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on joue dans les taux d'intérêt les plus bas qu'on a jamais vus historiquement. On est rendu à 1%. Et 1%, on ne peut pas aller plus bas qu'1% parce que la loi, la manière qu'elle est faite, la formule mathématique ne nous permet pas de descendre plus bas que 1%. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Madame prête le million de dollars à monsieur avec un taux d'intérêt de 1% qui doit être payé. Donc, 1% par année à monsieur. Monsieur paye ce 1% à madame chaque 31 décembre. Une petite extension, mais on dit toujours 31 décembre, comme ça, vous êtes toujours à temps. Chaque 31 décembre, Happy New Year's, voici ton chèque pour 1%. Donc, faites le calcul, dépendant des montants qui sont en jeu. Et monsieur va pouvoir investir cet argent et s'imposer lui-même sur le revenu qu'il aura perçu, donc sur le 50 000, et déduire les intérêts qu'il a payés à madame. Donc, on pourra faire du fractionnement revenu entre conjoints, entre enfants aussi, mineurs ou majeurs, mais c'est le même concept. Il faut faire juste très attention aux règles d'attribution fiscale. Concept, on pourrait créer une fiducie familiale et transférer de votre vivant par la voie d'un prêt à 1%, ce million de dollars qui rentre dans la fiducie, okay, que la fiducie va investir et qui, elle, va pouvoir utiliser le produit d'investissement, par exemple le 50 000 dollars, pour fractionner, pour payer, par exemple, l'éducation de santé, l'éducation et les frais de santé de vos enfants, de votre famille, toujours dans un contexte fiscal qui est plus avantageux. Donc, comme vous pouvez le voir, les fiducies peuvent être assez intéressantes. En tant que telles, ce ne sont pas des abris fiscaux, et ce sont des outils, non, en plus d'être des outils super intéressants d'un point de vue juridique, ce sont des outils qui peuvent être particulièrement intéressants d'un point de vue fiscal. Et donc, sans rentrer dans plus de détails par rapport aux fiducies, parce que c'est un sujet qui est palpitant, mais qui peut devenir très complexe, j'ai voulu vous expliquer les grandes lignes, à quel point les fiducies peuvent être très intéressants du vivant ou au décès, que ce soit par le transfert par voie d'un prêt dans une fiducie familiale pour payer l'éducation de vos enfants et les frais de santé, etc., ou à votre décès, soit par le versement du produit d'assurance vie dans la fiducie et de l'héritage que vos héritiers, qui sont peut-être plus jeunes, pourraient recevoir dans la fiducie. Sur ce, cela conclut notre série des jeudis tranquillité d'esprit où on a parlé de planification successorale et financière. On vous rappelle que l'importance est de bien planifier pour vous protéger et votre famille d'un point de vue légal, fiscal et notamment protéger l'harmonie familiale pendant que vous répondez à toutes les questions qui peuvent être épineuses plutôt que de laisser votre famille en deuil en train de faire la chasse au trésor et de régler les questions d'argent parce qu'on sait très bien que et argent, c'est un mélange qui est un peu explosif afin que vous vous protégez à vous-même. Comme ça, vous décidez qui s'occupe de vous si vous ne pouvez plus et de protéger vos bénéficiaires de la manière que vous jugez qui est la bonne. Sur ce, ça conclut notre séminaire. Donc, on a parlé des mandats testaments fiducie, on a parlé de planification fiscale, on a parlé des actifs en France et aux États-Unis. Et aujourd'hui, on vient finalement de parler d'assurance, investissement et encore de fiducie. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Vous pouvez toujours retourner sur le site de Maudit Français pour les revisionner, seul, en famille ou à Noël avec votre famille. On va peut-être faire des vidéocassettes comme coffret cadeau à la blague. Et on a hâte de vous voir en novembre pour parler d'immobilier en sol québécois, comment on achète une résidence, comment on investit les différents produits immobiliers qu'il y a au Québec, au Canada, que ce soit du commercial, industriel ou du multiplex locatif, comment on finance et des stratégies d'acquisition. Donc, nous vous demandons toujours à l'écoute. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, faites-le nous savoir. Et maintenant, on passe à la période des questions et réponses. Donc, on vous écoute. Si vous en avez, n'hésitez pas. Merci, Dan. Je le rappelle, pour ceux qui sont téméraires, levez la main, posez votre question en direct, qu'on puisse entendre votre voix. Mais bon, souvent, pour tous ces sujets-là, c'est plutôt dans le Q&A. Donc, alors, on a une question de Justin. Qu'en est-il des auto-entrepreneurs assurance maladie grave? Est-ce que, Avi, tu veux répondre? Oui, je veux bien répondre. Alors, pour les entrepreneurs, la question, c'est déjà, est-ce que vous êtes incorporé? Si vous n'êtes pas incorporé, il faudrait prendre ce type d'assurance au personnel. Si vous êtes incorporé, les assurances maladies graves sont faites pour aller dans des compagnies opérantes, donc dans lesquelles vous travaillez.
pas les compagnies de gestion. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci. On a une question complémentaire de Justin. Quelle société conseillez-vous pour le transfert intergénérationnel? Alors, il faut déjà savoir que vous pouvez le faire au personnel. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une compagnie. Bien sûr, ça reste plus intéressant pour des questions de défiscalisation. Et si je devais vous conseiller un type de compagnie, ce serait soit une compagnie de gestion, donc comme une espèce de holding, ou sinon, par exemple, dans une fiducie, ça pourrait être très, très bien fait et ça irait très bien dans ce genre de structure. Parfait. On a une question d'un auditeur anonyme au sujet de l'assurance vie. Qu'est-ce qu'une cash value policy? Est-ce une assurance participative? Alors oui et non. Ce terme-là correspond en fait aux valeurs de rachat. Donc concrètement, si demain j'annule mon contrat, à quoi je dois m'attendre si j'annule mon contrat, combien je dois recevoir de la police. Donc c'est relié à une assurance vie participative, mais ça peut être relié aussi à une assurance vie permanente parce que ce type d'assurance aussi cumule des valeurs au sein d'un contrat. Merci. Et je crois qu'on a une question pour toi, Dan. Y a-t-il un minimum requis pour monter une fiducie? Alors, absolument, il n'y en a pas. On pourrait techniquement créer une fiducie avec 5 $. Maintenant, il faut juste analyser les coûts-bénéfices. Donc, ça vaille la peine. Et Ok. c'est notre spécialité de vous dire si ça vaut la peine ou non. Il faut rappeler tous les janvier, quand on revient au travail après les vacances, on a une série d'appels. Tout le monde veut faire des fiducies parce que le beau-frère à Noël leur explique qu'ils ont fait une fiducie. Et souvent, on arrive à une analyse très rapide, en quelques minutes, où on dit ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine. D'accord. Donc, la leçon, c'est le faire avant les fêtes pour pouvoir le raconter à son beau-frère. Exact. Et être le plus cool au dîner de famille. C'est parfait parce qu'on clôture pile dans les temps. Merci messieurs, merci d'avoir donné de votre temps pour cette série de 4 webinaires. Je vais remercier dans l'ordre Dan, Avi, Jean-Philippe qui n'est pas parmi nous mais qui a été présent sur énormément de webinaires ces derniers temps pour Maudit Français. Je remercie aussi Guillaume Micolo qui était là la dernière fois. Et puis, donc là, vous voyez, il y a leur QR code. Donc, en fait, c'est très simple. C'est comme au restaurant. Vous prenez votre appareil photo, vous pouvez passer dessus et scanner leur code, prendre directement rendez-vous avec nos experts dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, puisque ce webinaire sera bien entendu disponible en replay à la fois sur Maudit Français, donc notre site mauditfrançais.ca, mais je pense que vous connaissez, sur notre compte Facebook, sur notre compte YouTube et bien entendu sur nos comptes LinkedIn aussi dans les prochains jours. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne après-midi et à très bientôt sur Maudit Français. On se voit très vite pour l'immobilier. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci à tout le monde. À novembre.